Bonsoir et bienvenue bonsoir. Je renouvelle mes excuses pour ceux qui nous sont fidèles cette semaine, et il y en a aussi qui viennent pour la première fois cette semaine d'avant-première. Donc, je rappelle le principe de cette semaine d'avant-première, c'est des films qui étaient présentés à Cannes dans différentes sélections, et ce soir, on a présenté deux films de la Cannes des réalisateurs. Un premier film ukrainien qui s'appelle Pas une chien, qui était juste avant Au revoir Paris. Et le point commun de ces 16 films, c'est qu'on les a beaucoup aimés. On a volontairement choisi des films très attendus, comme Les Amandiers, comme L'Innocent, comme Les RMN, mais aussi des films moins exposés et des premiers films. Demain, par exemple, séance de 19h, Les Pires, qui d'ailleurs a pris un certain regard, et le film d'Annie Ardot, Les années super 8, qui passera à 21h. Voilà. Alors, ce soir, c'est Au revoir Paris. C'est un film très fort, très dense, et je pense que je vais en dire le moins possible, parce que je pense que la perception du film sera d'autant plus forte quand on dit le moins possible avant le film. C'est un film qui m'a énormément touché à Cannes. Pour cette projection, et peut-être un peu tardivement, j'ai signalé cette séance aux élus de la ville de Paris. Certains sont là ce soir, je ne vais pas les nommer, parce que je ne souhaite pas les nommer d'ailleurs, et je trouve bien qu'il y ait des élus de la ville de Paris ce soir avec nous. Bonne projection, on se retrouvera à l'issue de la projection avec Alice Decourt. Et je remercie Pierre Cortès pour le Chipaté qui nous a permis de passer l'avant-première, puisque le film sortira à l'automne prochain. Bonne projection. Pour le débat, je vais demander aux gens qui sont au balcon, qui le souhaitent, de descendre pour qu'on soit tous en bas. Pour le débat, ce sera plus simple pour nous et pour vous, et ce sera plus. Voilà, ce sera plus proche, et je pense que on va vous laisser le temps de descendre. Je fais présentation, Alice Decourt. Merci d'être là. Et Isabelle Latel, la productrice qui va venir nous rejoindre. Isabelle, elle vient peut-être nous rejoindre. Normalement, tout va rentrer. Alors, mon deux micros chefs, je vais poser quelques questions linéaires, puis après, chacun pourra. Comment? Oui, Bonsoir. Bonsoir. On va commencer. Merci d'être là ce soir, parce que c'était important pour moi que cette séance avant-première soit en votre présence. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Quand vous avez présenté à Cannes la première projection publique à laquelle j'y étais, vous avez dit que le point de départ c'était votre frère. Donc votre frère était victime des attentats. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur ce... Voilà. Je vais laisser juste les gens s'installer. Ouais. Non mais merci d'être là et je vais essayer de ne pas faire de trop longues réponses parce que je sais que... voilà, j'imagine après avoir vu le film que c'est pas forcément évident de... Mais en gros... Donc oui, mon petit frère était au Bataclan, et en fait j'étais en lien avec lui par SMS pendant une partie de la nuit. Après il m'a dit de ne pas lui envoyer de message parce qu'il risquait de se faire
voir. Et donc évidemment, le film ne représente pas la nuit du 13 novembre 2015, c'est important de le dire, ça n'a pas de rapport avec les terrasses et le Bataclan. Mais c'est vrai que c'est cette nuit et mes souvenirs propres en fait, de cette nuit et des discussions que j'ai eues avec mon frère dans les jours qui ont suivi, les mois qui ont suivi, qui m'ont inspiré énormément ce film. Donc c'était il y a 7 ans. D'ailleurs ce soir c'est un soir particulier parce que c'est aussi la fin du procès. Donc forcément tout ça a énormément en fait non seulement inspiré le film, mais on tournait aussi à Paris pendant le procès, donc on en parlera peut-être après, mais en tout cas, entre-temps, moi j'ai fait un autre film qui s'appelle Proxima, qui se passe dans l'espace, enfin sur Terre, mais en tout cas, voilà, l'idée de ce film n'est pas venue du tout de suite, ça a été un processus long, et aussi ça a été le temps de la fiction, mais cette histoire... Mais c'était tout de suite la fiction, vous n'auriez pas pu faire sous une forme documentaire, c'était pour vous forcément une fiction. Oui, c'était une fiction et puis après, encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'histoire de mon frère. C'est plutôt en fait que j'ai essayé, en fait aussi grâce à lui, j'ai pu rencontrer énormément aussi de victimes et tout ce monde des survivants qu'on voit un peu dans le film, aussi des associations et j'ai pas rencontré les associations directement, mais beaucoup de gens et beaucoup aussi de psychiatres, du trauma et en fait, le film, j'ai essayé d'être le plus fidèle possible dans le récit, en fait, à l'esprit de tous ces témoignages. Donc, ça veut dire beaucoup de rencontres, beaucoup de travail qui sont liés à l'histoire de votre femme, mais aussi des choses que vous avez découvertes au film. En fait, ce qui m'a énormément émue, c'était que dans les jours qu'on suivit, en fait, j'ai commencé à aller avec mon frère sur les forums des victimes. Et ce qui était très très impressionnant, c'était de voir que tout le monde se cherchait en fait, tout le monde essayait de se retrouver, de retrouver des gens qui s'étaient croisés à un instant, qui s'étaient tenus la main, qui s'étaient regardés. En fait, tous ces petits détails en fait, qui sont des détails, mais qui dans des situations en fait, comme ça de barbarie, en fait, maintiennent accrochés à la vie. Et en fait, il y avait cette idée d'une communauté, comme ça, extrêmement soudée, dont l'objet était de se guérir ensemble, quoi, et en fait, tout cet élan collectif, ça m'a vraiment énormément émue. Et il y avait cette idée vraiment qu'on ne pouvait pas se reconstruire tout seul, mais qu'on devait se reconstruire ensemble, et que finalement, ce type d'événement, ça fait sortir un peu de la prison des individualismes contemporains. C'est pour ça que pour moi, le film, et j'espère que vous l'avez ressenti comme ça aussi, mais pour moi, c'est pas vraiment un film sur les attentats. Évidemment, les attentats, c'est le point de départ, mais en fait, c'est plutôt sur comment on se remet d'un événement traumatique, quel qu'il soit. Et ce chemin, parce que le personnage de Mia, en fait, de l'héroïne, c'est un trajet en fait un peu des mains jusqu'au monde des vivants en fait, mais c'est vraiment comment on revient à la vie et comment on se reconstruit. Et comment, dans la gestation du film, à un moment donné, vous devez vous arrêter pour passer à la fiction, comme une éponge, absorber beaucoup d'éléments et beaucoup de témoignages, mais à un moment donné, passer à la gestion. Et ce passage a été simple ou est-ce que tout le temps, en fait, En vrai, je n'ai pas fait différemment de ce que je fais à chaque fois quand je fais un film, c'est-à-dire mon film précédent, Proxima, qui se passait dans l'espace. J'avais beaucoup rencontré d'astronautes, d'entraîneurs, je m'étais vraiment plongée dans ce monde. Et après, c'était des allers-retours avec le travail des scénarios pour raconter une histoire à partir de ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas, vous avez peut-être des questions sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce film. Et je vous dis tout de suite que je ne saurais absolument pas répondre à ces questions. Parce qu'en fait, pour moi, tout est imbriqué en fait entre... Je ne me rappelle même plus
encore une fois, d'être fidèle à ce que j'ai pu observer, c'est-à-dire cette espèce d'élan de vie. C'est que pour moi, le film il parle plus de la vie que de la mort, en fait. C'est-à-dire, et ça, c'est quelque chose qui est présent chez tous les gens qui ont frôlé la mort. C'est qu'en fait, on pense plus après à la vie qu'à la mort, enfin, et aussi au bonheur. Il y a cette phrase où à un moment, elle dit, le personnage dit, je me demandais jamais avant si j'étais heureuse, et maintenant oui. Mais oui, voilà, en fait, c'était plus parce que, évidemment, il y a le trajet de recoller les morceaux, du trauma, pour moi, toute cette attaque, tout ça, c'était comme une sorte de trou noir, vraiment, qui a aspiré la lumière, qui a l'idée de reprendre comme ça tous les morceaux, de recréer les liens entre les gens, mais aussi, indépendamment de ça, de faire une sorte de trajet, de se reconstruire quoi, et faire le bilan de sa vie, enfin, elle reconfigure sa vie. Quoi. Je posais une question à Isabelle. Isabelle, quand tu accompagnes le travail d'Alice depuis son premier long-métrage oui, nous sommes deux productrices avec Odyssée et avant on a fait 3 courts-métrages ensemble déjà. Quand Alice t'a parlé de son projet, comment tu as réagi? Parce que toi aussi, est-ce que les choses te semblaient faisables ou est-ce que d'un moment donné tu te dis c'est trop compliqué C'était que Proxima déjà vu qu'on a fait le film. L'espace et qu'on a tourné à Star City, la du Fermo, centre d'astronomie et la Baïkonour, la radio d'école des fusées. Derrière, ça tout semble à peu près faisable en fait. Et par rapport à la thématique, je savais que c'était une histoire qui était très personnelle parce que d'ailleurs elle m'a appelé le soir du 13 novembre. Pour me dire que son frère était au Bataclan, donc c'est vrai que c'est une histoire, je pense, qui est très commune pour tout le monde. On a tous un souvenir, un événement, et je trouvais ça très courageux d'aborder cette thématique qui n'avait pas été ou peu traitée au cinéma, et je pense que et on avait cette responsabilité-là aussi de raconter un peu cette histoire. Silence, une question au fond. Si vous pouvez pas vous créer une micro, Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Daria. J'étais très émue par le film. Merci. Ça me fait penser à n'importe quel syndrome post-traumatique. En ce moment, surtout, je pense à la guerre. Par exemple, en Ukraine, combien de gens vont devoir reconstruire après un trauma. J'ai 2 questions et une remarque. Une question peut-être un peu bête. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps pour Virginie d'apprendre le russe? Et la deuxième question, pourquoi le russe en fait? Si j'ai bien compris, l'opéra à Bassi c'était aussi un russe, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose de personnel avec la Russie? Je ne sais pas. Et juste une remarque. La carte postale qu'il a de Claude Monet là, dans mon film, c'est la même carte postale que j'ai envoyée à ma mère à Moscou juste avant la guerre. La même carte postale? Ouais, c'était la même carte postale parce que je suis allée à la mangerie au début janvier et je me souviens que je l'ai envoyée à ma mère. Incroyable. Et merci pour ces questions. Et il y a beaucoup de questions dans cette question. Oui, en tout cas, ce que vous racontez déjà sur les traumas, c'est vraiment, c'était l'idée de ce film de parler dans un sens large et même au-delà des traumas, de raconter l'histoire de gens qui essaient de se connecter dans un monde déconnecté. En fait, finalement aussi, les occasions de sortir de son monde, de sa classe, de son milieu, je trouve très fugaces dans le monde contemporain, et j'ai l'impression que dans ces événements traumatiques, etc., il y a aussi, en fait, ça écrase les barrières entre les gens. C'est pour ça que je voulais montrer aussi des gens qui venaient de mondes très différents,
le Sénégalais qui vient vraiment de Dakar. C'était pas un Français d'origine sénégalaise, l'acteur, en tout cas, on l'a vraiment fait venir de Dakar. Voilà, il y a aussi un Australien qui n'est pas australien d'ailleurs, mais un Anglais, plein de gens différents. Et je voulais que ce soit des gens qui ont été mis en relation par cet événement, mais qui ne se seraient pas rencontrés autrement. Et après, pour la deuxième partie de votre question, sur la Russie, c'est vrai que j'ai un rapport particulier à ce pays, mais surtout en fait à l'Ukraine, puisque mon grand-père et ma famille, et mon nom est ukrainien en fait. Et ils ont quitté l'Ukraine à cause des pogroms et des persécutions. Donc c'était aussi un trauma et ma famille s'est construite sur beaucoup de traumas aussi. Donc c'est aussi pour ça que c'est quelque chose qui est finalement dans mon ADN. Et la troisième chose, c'était sur l'orangerie. Désolée, je vais à la main, mais c'est parce que je suis malade. Mais je n'ai pas Covid. En fait, l'orangerie, c'est un musée que j'aime énormément à Paris. Et du coup, oui, le personnage de Nastia, de Félicia, fait cette espèce de trajet de deuil. C'est quelque chose que j'ai pu observer vraiment sur les forums en rencontrant des gens, et qu'il y a beaucoup de personnes qui en fait essayent de chercher comment leurs proches sont morts, pour essayer de faire ce travail de deuil justement, pour essayer de reconstituer les choses. Et pour eux, il y a une forme de parcours comme ça, d'essayer de reconstituer tous les derniers instants. Après, ce qui vient de la fiction, c'est évidemment cette idée qu'ils aient été au musée. Et donc j'ai été un peu instinctivement dans ce musée que j'aimais bien. Et ce qui était très fort pour moi, c'est que quand je suis arrivée là-bas et que j'ai commencé à parler avec les gens du musée, ils m'ont dit qu'en fait, Monet, qui a fait ce tableau des Nymphéas, avait offert à la France ce tableau après les atrocités de la Première Guerre mondiale, comme un lieu de recueillement pour méditer en fait un peu sur les atrocités du monde et contempler justement la beauté du monde vide de présence terrestre. Et d'ailleurs, il y a des panneaux et c'est écrit qu'on va visiter ce musée en silence pour se régénérer. Voilà. Et du coup, c'était très fort en fait pour nous d'être là-bas dans ce silence-là. Vous avez une question au fond à droite. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film qui était, je crois qu'il va me rester longtemps en tête. En effet, c'est quelque chose de le regarder aujourd'hui, parce que j'ai suivi le procès aussi depuis 10 mois. Je ne suis pas du tout concernée personnellement, mais ça m'a rappelé les témoignages, tout ce qui a été entendu pendant des mois. Et j'avais une question en particulier pour le personnage d'Hassan. Pourquoi ce choix-là? Parce qu'en fait, il y a très peu de témoignages de personnes sans papier, mais qui ont pu être touchées par ce type d'attentat. Et au procès, je sais que j'ai entendu des personnes qui étaient victimes, et je crois qu'il y en a une partie qui était sans papier au niveau du Stade de France, et qui ont souvent répété qu'elles étaient oubliées, ces attentats, on ne parlait pas d'elles. Et médiatiquement, on ne parlait pas d'elle. Est-ce que c'était une manière d'en parler un peu? Et je trouve aussi intéressant, parce que c'est une question qu'on se pose rarement, je trouve, est-ce qu'eux peuvent faire ce deuil? Est-ce qu'on les autorise à faire tout ce travail? Merci pour cette question. Donc je l'ai dit, mais peut-être pas assez clairement, mais c'est vraiment important, précisément pour ça aussi, que les attentats représentés dans le film ne soient pas les attentats du Bataclan, ni les attentats des terrasses, ni l'hypercachage, ni aucun attentat qui avait évidemment existé. Aussi parce que mon frère m'a vraiment fait comprendre que c'était irreprésentable un attentat. En fait, on ne peut pas représenter ça, c'est du domaine de l'irreprésentable en fait. Donc il ne s'agissait vraiment pas de faire ça, et d'ailleurs je me suis beaucoup interrogée sur comment filmer cette scène au départ d'attaque. Et probablement vous avez remarqué qu'il y a une forme d'abstraction dans cette scène,
on n'est que du point de vue de la victime, donc en fait on ne voit pas véritablement toute la scène. C'était important pour moi que ce soit cette vision un peu fragmentaire. Et après aussi, ce que je voulais vraiment faire éprouver, c'était le choc de basculer en fait en une fraction de seconde d'un endroit où il y a la paix à un endroit où il y a la guerre, ce qu'ont ressenti les victimes, mais de le ressentir véritablement physiquement. Et à aucun moment j'ai essayé d'être fidèle à une représentation quelconque des gens qui composaient, des gens qui pouvaient dans ces restaurants, jamais, et même je dirais même que je m'en suis totalement écartée, parce que voilà, il y a même une image noire à un moment, où l'écran devient noir, justement pour dire qu'on ne peut pas représenter ça. Et après, par contre, ce que je trouve intéressant de représenter avec ce personnage de la scène, c'est qu'effectivement, il y a des fantômes qu'on voit dans le film qui sont, comme elle est dans les limbes, le personnage, elle voit les fantômes, elle voit des choses que les vivants ne peuvent pas voir. Moi, personnellement, j'ai l'impression que ces fantômes, ils sont là dans la vie, dans le sens où, quand on voit ces fleurs qu'on jette, que j'ai filmées à République, au pied du monument, au pied de la statue de la République, voilà, en fait, il y a quelque chose d'extrêmement violent, en fait, de faire disparaître ces traces des morts. J'ai l'impression que ces morts, ils sont quand même là parmi nous. Mais pour moi, les vrais fantômes du film, c'est peut-être justement ces sans-papiers, en fait, ces vendeurs de tous les faits, qu'on ne regarde pas, qu'on ne voit pas. Et on a tourné vraiment au pied de la Tour Eiffel, par exemple, parce que ce que j'avais en fait imposé à mes productrices qui étaient extrêmement contentes de cette idée, c'était l'idée de tourner dans Paris de manière documentaire, c'est-à-dire sans bloquer les rues, de filmer vraiment ce qui est très galère, il faut être honnête, parce qu'il y a une petite raison pour laquelle on bloque les rues en fait dans les films. Et là, effectivement, au pied de la Tour Eiffel, mais pour moi, c'est important pour capter en fait cette énergie de la ville, en fait, ce côté bouillonnant de gens, ces lumières aussi de la ville, en fait, tout ce que les touristes veulent détruire et qui n'ont pas détruit et qui ne détruiront pas d'ailleurs. Et donc, ces travailleurs, en fait, les vendeurs, c'est beaucoup des Sénégalais ou des Maliens au pied de la Tour Eiffel et ils vivent dans un dénuement extrême et toute la journée, ils voient les touristes les plus riches du monde entier qui viennent. Et donc, il y a quelque chose d'hyper violent qui est dans Paris et qui, pour moi, est présent dans toutes les deux mondes qui vivent côte à côte sans se voir, en fait. Et du coup, je trouvais ça beau que, après, j'ai choisi qu'il soit sénégalais, il aurait pu être d'un autre pays, mais ce que je trouvais beau, c'était de montrer aussi tout cet aspect cosmopolite de la ville. On voit aussi qu'il y a des Espagnols au début dans le resto, une Italienne qui est venue habiter à Paris, Paris et sa ville, en fait, de montrer toute cette mixité, en fait, et de voir ce moment, en fait, à la fin où ils se retrouvent. Moi, je pensais vraiment aux lumières de la ville, en fait, ce moment qui est peut-être une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma, où en fait, l'aveugle reconnaît finalement le vagabond qui l'a aidé, il lui dit tu vois clair maintenant, il dit oui je vois clair, mais en fait au départ ils ne se reconnaissent pas. Et ce que je trouvais très, elle ne le reconnaît pas, mais ce que je trouvais très émouvant, c'était que finalement les murs des classes s'étaient refermés instantanément sur eux et voilà, mais l'espace d'un instant, voilà, parce que je pense qu'on est, pas que je pense, c'est une réalité qu'on est tous égaux face à la mort, en fait, face à ce rendez-vous-là, en fait, il n'y a pas de... En fait, faire l'expérience de ce moment à côté de quelqu'un fait qu'on est lié à lui, en fait. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, mais... Bonsoir, déjà je voulais dire que j'avais adoré Proxima. C'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu ces dernières années, notamment avec le côté un peu
quasi documentaire, enfin, c'était trop bien, et Eva Green dedans, elle est parfaite. Bref, je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de nominations au César cette année-là pour ce film. Très bien, très bon goût. Et là, je vais parler de ce film, je ne vais pas parler de Proxima. J'ai une question. Ce qui m'a un peu troublée dans le film, c'est que le personnage de Virginie Efira ne veut pas se reconstruire avec des gens qui n'ont pas vécu ce qu'elle a vécu. Et que, du coup, elle ferme les portes un peu à... elle le dit elle-même quand elle est à la soirée, elle dit avant, on me traitait différemment, et je comprends que le regard des gens change sur ces personnes qui ont vécu des événements absolument atroces, mais par exemple, elle ne laisse pas la place à son conjoint de se reconstruire avec elle. Je ne sais pas si je suis claire. Si, très clair, mais en fait, c'est juste que c'est pas qu'elle veut pas, c'est que en fait, c'est pas possible dans le sens où elle est devenue une autre personne, en fait. C'est ce qui est la particularité du trauma, en fait, c'est qu'en fait, son corps est toujours là, mais elle n'est plus dans son corps, donc elle n'est plus la même personne, c'est une autre personne, elle pourrait avoir un autre nom, en fait. En fait, il y a Benoît Magimel dans le film, il dit on est des fantômes, mais c'est vraiment ce qu'ils sont, et ce que joue Virginie Efira, c'est un phénomène qui s'appelle la dépersonnalisation, c'est-à-dire d'être coupé de son corps, en fait. C'est que les post-trauma, c'est qu'on est coupé de ses sensations, et tout le trajet du film, c'est qu'elle les retrouve dans la scène d'amour avec Benoît. C'est un moment où elle rentre dans son corps un peu, où il se redécouvre, il se touche d'une manière extrêmement fragile, et ils reconnaissent un peu leurs blessures communes. Mais oui, en tout cas, c'est ça le trajet du personnage. Donc, il y a une forme, c'est pas qu'elle ne veut pas, mais ce qu'elle essaie de l'expliquer, c'est qu'il y a une forme d'incapacité. Et c'est ça aussi qui était très fort dans la performance de Virginie et de Efira et de ce qu'elle a fait pour le film, en fait, où elle a accepté de ne pas être maquillée, ou très très peu. Elle n'est pas de mascara pour le film. C'est quelque chose qu'elle n'avait jamais fait et qui me semblait pas important, mais en tout cas, voilà, elle s'est mise vraiment à nu, sans aucune. Je ne sais pas comment dire, en fait, c'était vraiment cette idée qu'elle était une sorte d'âme, comme ça, un peu flottante, et qu'en fait, elle rentre dans son corps au cours du film. J'ai largement que son motard, parce qu'on a l'impression qu'elle ne veut pas le quitter, quoi. Quelque chose qui fait partie d'elle. Non, mais alors, en fait, cette idée de la motard, c'était aussi par rapport à l'idée que ça devait être quelqu'un d'assez fort, de quelqu'un aussi qui a une forme de liberté sur sa moto. D'ailleurs, elle a des attributs qu'on pourrait qualifier de masculins. Elle quitte un homme, elle rencontre un autre. Pour moi, elle devait être un peu une sorte d'affranchie. Ça ne devait pas être quelqu'un qui se plaint, qui gêne ou qui est torturé. Non, en fait, c'est quelqu'un qui est dans la vie, qui va de l'avant. C'est juste, en fait, elle n'est plus elle-même. Et du coup, la seule manière de redevenir elle-même, et je parlais de la scène avec Benoît, elle redécouvre qu'elle a un corps, mais elle n'est pas pour autant, pour moi, vivante, en fait. Le moment où elle repasse le Styx, disons, puisqu'il y a un côté un peu comme ça, de mythologie, c'est le moment où elle retrouve la main de la scène, en fait. Parce que c'est à cette main qu'elle s'est accrochée, et c'est cette main qui l'a sauvée. Enfin, et franchement, quand on entend les témoignages, et nous qui étions au procès, c'est des choses infimes, en fait, toutes les victimes en parlent, en fait, de cette... oui, en fait, j'ai entendu un regard, c'est ça qui permet de rester accroché à la vie. Bonsoir, bravo déjà pour ce superbe film qui est une très belle forme. Je trouve qu'il y a une patte formelle très affirmée qui donne du baume au cœur. J'ai une question sur justement les acteurs, enfin l'actrice et l'acteur.
est-ce que vous avez écrit ce film avec ces acteurs en tête? Et si oui, pourquoi eux? Pourquoi ce choix de grosses têtes d'affiche comme ça pour un sujet pareil? Non, mais je le disais tout à l'heure, en fait, ces deux acteurs, je n'ai pas écrit en pensant à eux, mais après ils se sont imposés au moment où je cherchais des acteurs aussi, parce que je trouve que c'est des acteurs qui provoquent vraiment l'empathie, qui sont des figures comme ça aussi assez populaires. Et le film, c'est aussi un film sur Paris, sur Benoît Magimel. En fait, on a un peu grandi avec lui depuis la vie d'un rôle tranquille. Il y a quelque chose où il fait partie un peu de l'espace public. Je ne sais pas si c'est la manière que je dis ça, mais bon. En tout cas, pour moi, c'est un compliment. En tout cas, que ce soit des acteurs qu'on aime vraiment et qui sont aussi dans la vie, comme ça, je sais pas, en tout cas, qui sont impactés, comme ça, qu'il est plus lent. Lui, il a perdu sa jambe, je pense que vous en avez rendu compte. Mais oui, en tout cas, pour moi, il y avait l'idée de deux personnages un peu forts. Après, Benoît, il a aussi amené beaucoup d'humour au personnage, une sorte d'humour de résilience, une légèreté aussi, qui ne s'apitoie pas sur lui-même. Et c'est important pour moi, en fait, que les deux personnages aient cette force. Et juste d'un point de vue trop, malheureusement, économique, pragmatique, pour du producteur, aussi, c'est un film qui coûte un petit peu d'argent. Notamment toute la séquence de l'attentat était tournée dans un studio, donc on a tourné 2 semaines en studio, toute la seconde salle. Et quand vous avez besoin d'un minimum de moyens, de l'argent, ça passe encore un petit peu par le fait d'avoir des têtes d'affiche. Oui, parce qu'en fait, j'avais dit à Isabelle que je voulais entièrement détruire le restaurant. Et ça ne semblait pas une super idée pour. Disons que les restaurateurs n'étaient pas hyper contents de cette perspective. Donc en fait, on a la deuxième salle du restaurant qu'on a recréée, on l'a entièrement détruite. Quelqu'un se lance dans une question? Ouais, il faut pas. Allez-y. Allez-y fort. Merci, bonsoir. En plus, c'est une question assez légère. Alors, je suis complètement étranger à votre cinéma, c'est la première fois que je vois un film que vous avez réalisé. Ouais, c'était super. Et du coup, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris, c'est d'un point de vue formel. Encore une fois, c'est vraiment un détail, mais il y a la couleur du générique, ce bleu un petit peu aspect néon. Très pointu comme question. Oui, ce bleu néon, ça vous a interrogé. Ça m'a interrogé. Alors, j'ai cru qu'il y a des plans un petit peu de nuit, de la ville, avec de la musique, un peu de synthé. Bon, alors ça me fait référence à moi, des trucs qui me parlent un petit peu, mais qu'est-ce qu'il y a qui. Et du coup, le néon, pour moi, faisait un petit peu écho à la nuit, la nuit Paris. C'était l'idée de. Oui, en fait, encore une fois, c'est vraiment un film sur Paris. C'était la première fois que je tournais, pourtant c'est ma ville et j'ai toujours vécu ici, mais c'était la première fois que je tournais dans cette ville. Et pour moi, cette ville a été vraiment blessée par les attentats. Enfin, on l'a tous ressenti, quoi. Et donc je voulais vraiment montrer, justement, cette espèce de. Au début, il y a tous ces plans aériens où en fait, il y a cette espèce de couleur incandescent. Au début, pour moi, c'était vraiment comme des cicatrices. Et il y avait toute cette idée de filmer, en fait, oui, cette espèce d'agitation, ces lumières, les néons, la nuit. En fait, cette chaleur humaine, en fait, tout ce qui est Paris aussi, quoi. Donc, et aussi de filmer on a filmé dans des quartiers très différents. Il y a Paris touristique, donc je parlais de l'Oranger tout à l'heure, mais on a filmé aussi Porte de la Chapelle, dans un vrai foyer de migrants.
Stalingrad, de Clignancourt. Enfin, il y avait vraiment cette idée de montrer différents Paris, qu'il y ait une sorte de photo un peu de la ville à ce moment. Et puis, plan aérien, je pensais beaucoup aux Ailes du désir du film de Wim Wenders. Et d'ailleurs, ça répond aussi à votre question à laquelle je n'avais pas répondu de veste en cuir. Pour moi, c'était un peu comme un ange qui revient visiter en fait la ville. Et Peter Falk n'a pas de veste en cuir, mais en tout cas une sorte de manteau, et elle a l'idée qu'elle n'était même plus vraiment humaine pour se changer et pour avoir une autre tenue, qu'elle n'a plus vraiment de peau, quoi. Donc, après, on a changé de pull, qu'elle a un pull blanc à la fin. Et donc, au niveau des costumes, on a fait certaines économies. Des questions au fond, on va donner le micro, puis après on va aller devant. Zach, au fond, monsieur Clément. Bonsoir, merci beaucoup pour votre film. J'avais une question sur une image que j'ai trouvée assez belle et assez intéressante. C'est celle du diamant dans votre main, qui est expliquée par la dame de l'association, et que même des pires moments, si on se raccroche à la vie, il y a toujours quelque chose de beau qui peut en sortir. Je voudrais savoir si cette image elle vous est venue pendant vos recherches pour le film, quand vous avez rencontré des associations, ou si elle vous est venue par rapport à votre histoire personnelle avec votre frère. Elle est venue de beaucoup d'endroits. Enfin, l'expression le diamant dans notre masse, je disais tout à l'heure que j'ai travaillé avec beaucoup de psychiatres. Et en fait, c'est l'une d'elles qui m'a. Enfin, c'était une psychiatre américaine qui m'a parlé de cette notion, et en fait, ça recouvre en fait aussi tout ce qu'il y a derrière un événement traumatique, c'est-à-dire pas simplement les choses qu'on trouve pour soi-même, mais aussi l'idée que plein de tout ce qu'il y a derrière un trauma, c'est tous les gens qui se sont rencontrés à cause de ce trauma, qui ne se seraient pas rencontrés sans ça. Donc ça a généré des relations amicales ou amoureuses, ou voilà, c'était un choc. Moi, c'est quelque chose qui m'est très familier, parce que ma famille, elle s'est encore une fois construite sur des traumas. Donc s'il n'y avait pas eu, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, je ne serais pas là pour raconter cette histoire, et c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN, mais aussi voilà, que je trouve assez impressionnant quand il s'agit de ces... C'est pour ça, encore une fois, que je voulais faire se rencontrer des gens qui ne se seraient pas rencontrés autrement. Mais je ne sais pas si ça répond à la question. Moi, je m'interrogeais sur le personnage de cette autre victime qui l'écarte et qui lui interdit sans doute se reconstruire, vers laquelle elle va retourner à la place de la République, et puis finalement, elle va lui accorder son secret. Et je me demandais si ce personnage était inspiré par... on sait qu'il y a quelques fausses victimes, des gens qui ont usurpé et qui ont eu besoin de rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre. Donc voilà, Non, c'est juste, en fait, encore une fois, c'est des choses que j'ai pu entendre. Et après, c'est assez classique, cette idée d'être dans un déni et de projeter sur l'autre une faute qu'on n'a pas. Enfin, quelque chose, enfin, sa propre faute ou son propre trauma. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est quelque chose et je vais peut-être finir là-dessus, parce qu'après, je pense qu'il faut que vous ayez là. Non, mais parce que je pense qu'après, si c'est trop long, c'est moi, je pourrais laisser vraiment jusqu'à demain matin pour parler du film, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. Mais je pense qu'après, ça va être trop long. Mais oui, en tout cas, juste ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a quelque chose, en fait, un peu autour de. En fait, j'ai vraiment voulu faire un film sur la mémoire, que ce soit cette personne qui a perdu la mémoire, ensuite le Emmanuel qui se rappelle du trop, qui est hypermnésique, et après donc, il y a la mémoire personnelle de cette personne qui essaie de reconstituer sa mémoire défaillante, mais il y a la mémoire aussi collective. C'est pour ça en fait que j'ai voulu faire
faire un film choral, quoi, que ce ne soit pas que son histoire à elle, mais les histoires aussi des autres. Et donc il y a cette femme qui l'accuse. Et ce qui m'intéressait, c'était que cette mémoire, du coup, fausse de cette femme devient sa mémoire à elle, enfin la mémoire de Nia, puisqu'elle commence à avoir des images, comme elle ne se rappelle plus ce qui s'est passé. En fait, c'est la mémoire de cette femme devient sa propre mémoire. En tout cas, les mémoires, en fait, s'entrelacent et performent les unes sur les autres. Et en ce moment, il y a vraiment des études qui sont menées sur la mémoire collective, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir été... je pense que vous tous dans la salle, vous avez forcément des gens que vous connaissez qui étaient dans ces attaques, ou en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir été, par exemple, comme moi, touché dans sa famille pour avoir été éclaboussé par ce trauma, parce que n'importe qui vivait à Paris ce soir-là et qui était là, en fait, a une mémoire traumatique de ces événements. Et du coup, il y a vraiment des analyses et des études qui sont faites en ce moment par des historiens et des psychiatres pour essayer de mesurer en fait cet impact du trauma, parce qu'il y a des gens pour qui en fait pour qui ça les a plus impactés, enfin ont été plus impactés que d'autres. Et voilà, en tout cas moi qui m'a vraiment représenté cette mémoire traumatique et comment en fait il y a des sortes de flashs qui assaillent en fait, qui sont pas des souvenirs, mais qui sont, comme les psychiatres appellent ça, des effractions psychiques, que j'essaie de retraduire organiquement par le cinéma, en fait, par des incursions brutales du son, par des courts-circuits, en fait, qui sont en fait ces mémoires involontaires, récurrentes, qui sont en fait, et d'ailleurs le terme psychiatrique, c'est des flashbacks, vraiment, c'est des images qui sont des vraies reviviscences, c'est vraiment le son ou une image qui replonge instantanément dans l'événement. Et ça, encore une fois, c'est vraiment la question de la mémoire traumatique, c'est pas forcément lié à un attentat. Voilà, merci à vous.